Alors bonjour ou rebonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence pour cette dernière conférence du Medfeld 2025 pour ce thème, donc jungle des labels, obligation ou vraie valorisation. On va avoir plein de choses exclusives à vous présenter. Donc merci vraiment d'être là. Alors simplement en guise d'introduction avant de présenter nos intervenants. Donc les 2 dernières décennies ont vu quand même la montée en puissance de labels privés, de différents SICO, de cahiers des charges spécifiques, HVE, bio et ses différents segments, et puis des scores comme le Nutri-Score. Bon, bref, la liste est longue de promesses, d'attributs, comme de garanties par rapport à la qualité et à l'origine des produits alimentaires. Mais voilà, dans cette recrudescence, on a parfois le sentiment que la liste est longue et que les critères s'additionnent. Et donc, comment créer encore de la différenciation et de la valeur ajoutée pour les entreprises qui sont engagées dans ces démarches sans noyer les consommateurs? Comment orienter la préférence consommateur vers des produits et des filières vraiment plus vertueuses? Et puis à l'avenir, voilà, quelles sont les pistes d'amélioration dans l'information aux consommateurs? Donc c'est de tout ça dont on va débattre dès à présent. Alors, pour en débattre, on a autour de la table Cécilia Célérette, que je ne présente plus, mais si quand même un petit peu, donc directrice adjointe de la direction stratégie filière donc à Interfel. On a donc Philippe Faure à ma droite, qui est le directeur commercial chez Rougeline, et on a Marc-Henri Blarel, qui est consultant et dirigeant chez Fruits de Valeur. Voilà. Alors, on va démarrer, en fait, on va faire un petit peu la séquence en 3 parties. On va démarrer quand même un peu par un panorama, un état des lieux, finalement, de quoi parle-t-on? Alors, Cécilia, on va démarrer avec toi. Voilà, bah déjà, quel est le poids des labels dans la consommation, dans l'achat, enfin dans le choix des consommateurs? Alors, tu l'as dit effectivement, Florence, bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Les démarches aujourd'hui en fruits et légumes et plus largement si on va voir au niveau de l'alimentaire, elles sont quand même nombreuses et variées. Si on prend ne serait-ce que les SICO au niveau alimentaire global, on a quand même 1200 SICO qui sont répertoriés. Nous, pour les fruits et légumes, on en a à peu près 67, c'est quand même pas négligeable. On a 32 IGP, 22 AOP et 13 labels rouges. Après, bien sûr, on a dans les démarches environnementales le bio qui représente aujourd'hui 7% de part de marché en fruits et légumes. On a une quinzaine de démarches environnementales qui sont certifiées de niveau 2 et donc qui regroupent des adhérents et des maillons de l'amont à l'aval en passant par l'expédition. On a également des démarches en termes, bon, bien sûr, on a HVE quand même, 3000 entreprises qui sont HVE. On a des démarches sur l'origine. Le logo fruits et légumes de France, c'est aujourd'hui une douzaine de déclinaisons. Environ 700 opérateurs qui le déclinent. Et puis après, on a bien sûr tous les démarches au club qu'on pourrait toutes citer. Alors, je ne les ai pas toutes comptées, mais elles sont nombreuses et de plus en plus nombreuses. On a bien sûr toutes les démarches autour des allégations santé, zéro résidu, cultivé sans résidu de pesticides. On a également ensuite tout ce qui est commerce équitable, qui sont aujourd'hui, voilà. Donc, si vous faites tout ce panorama, on a quand même un certain nombre de démarches, peut-être un peu confusantes pour le consommateur. Et alors, avec dans cette inflation alimentaire qu'on a quand même vécue, on arrive sur un palier haut, mais quand même on a vécu une grosse inflation, donc post-Covid. On a vu plutôt un mouvement de descente en gamme. Voilà, enfin tout ça est venu percuter en fait cette montée en gamme. Et donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des signes de frémissement de Alors, reprise? la bonne nouvelle, c'est que oui, il y a des signes de frémissement. On est passé vraiment par une phase très difficile, puisque le panel Kantar nous dit que, par exemple, dans la baisse des volumes qu'on a pu traverser, à peu près 21% est imputable à de la descente en gamme. Ça veut dire que non seulement on en a mis moins dans son panier, c'est ce qui a fait baisser globalement le volume, mais on en a mis effectivement moins
de produits de qualité. Pour le bio, c'est 12% de moins en 2022, c'est 6% en 2023 et c'est encore 1% de baisse en 2024. Mais on sent effectivement une forme de stabilisation sur la fin de 2024 et puis des frémissements de reprise. Ce qu'on a perdu globalement sur ces années-là, ce sont des consommateurs qu'on pourrait dire un peu occasionnels qui venaient sur les différentes démarches à l'occasion parce que certaines euh, thématiques portées par ces labels les intéressaient. Donc ceux-là, on les a perdus. Mais les gens qui sont des vrais consommateurs de produits bio ou de produits bons pour l'environnement ou bons pour la santé, ils sont toujours là. Ils en ont mis un petit peu moins dans leur panier parce que on achète avec un budget. Le budget, il est fixe et il faut attendre que ce budget, il bouge avec l'évolution du pouvoir d'achat. Donc ça, on a du pouvoir d'achat qui est remonté, notamment sur les dernières années, et on commence à avoir du frémissement. On commence même à revoir dans certaines circuits de distribution, peut-être un peu plus de référencement. C'est vrai que les magasins spécialisés sont restés assez fidèles. Au niveau de la grande distribution, on a eu un certain nombre de déréférencements. On voit que voilà, c'est en train d'un petit peu de bouger. Donc, on a bon espoir qu'on reprenne une dynamique peut-être progressive, bien sûr, parce qu'on est encore dans des incertitudes, mais oui, il est là. Les gens, ils n'ont pas abandonné le plaisir voilà, de manger sainement et d'avoir des aliments qui correspondent à leurs attentes dans leur assiette. Merci. Alors, pour compléter ce panorama, Marc-Henri, donc je te donne la parole. On va le faire un petit peu en deux temps. Concernant donc les labels et les SICO en magasin, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, tu as fait un tour des magasins. Oui, on va faire un petit tour ensemble de magasins. Voilà, je vous ai préparé quelques photos. Ça concerne la pomme, donc ça ne dit pas tout des SICO fruits et légumes, mais ça va nous fixer quelques idées. Voilà, je vais les afficher avec l'aide de Jean-Pierre et de son équipe. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voulez bien afficher le diaporama? Bon, eh bien, ça va se produire, j'imagine. Ça marche, ouais. Voilà. Non, normalement, je l'ai. Voilà, c'est bon. Alors, il s'affiche pas encore pour tous. Voilà, super. Allez, on est parti. En fait, le premier constat qu'on peut faire, c'est d'abord des labels qui sont invisibles. C'est-à-dire des producteurs qui ont fait l'effort de produire selon ces critères, des centrales qui les ont référencés, des personnes en magasin qui les ont disposés. Et là, ce que vous voyez, c'est que, ben, en fait, on le sait pas. Alors, si on va s'accrocher au stick, youpi, voilà. Alors, et on va le revoir à plusieurs endroits. Je vais pas m'attarder, mais ici, on est chez Grand Frais. L'axe stratégique de mise en valeur du HVE se voit bien, mais la pomme qui est là, elle est d'abord SICO. Elle est d'abord AOP du Limousin et on ne le sait pas. Voilà. Et c'est la même chose chez Monoprix. Alors là, je vais quand même pointer quelque chose qui me choque, c'est qu'ici, en fait, on est sur une marque de distributeur, la filière qualité Carrefour, qui a invisibilisé totalement le SICO et qui a fait une captation de la valeur au profit de sa marque sans aucun retour envers ni le territoire, ni voilà le SICO qui est en fait l'ingrédient initial. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est une anomalie. Je pense que, alors voilà, hein, dans la négo, c'est des choses qui peuvent arriver, mais il y a quelque chose qui n'est pas fair play dans cette affaire-là. On a heureusement des choses qui se passent plus favorablement, où ça devient plus visible, et souvent c'est la MDD qui va porter le SICO. Hein, et on peut s'en réjouir, parce que on verra tout à l'heure dans la conclusion que finalement c'est une bonne nouvelle. Bon voilà, il y a quelques exemples qui sont sous les yeux. Et puis sur le vrac, eh ben, il y a des fois où on voit quand même arriver la mention sur le balisage. En tant qu'homme de marketing, je trouve que ça manque d'ampleur, de puissance pour dire tout le bien qu'il y a à dire de ça, mais au moins, il y a quelque chose dans le fonctionnement de l'enseigne qui affiche appellation d'origine protégée et le territoire. Voilà.
on va regarder le positif. Voilà, les exemples inspirants, toujours au rayon pomme. Ici, c'est Match qui a un engagement. Et la dimension d'engagement de l'enseigne en faveur de telle ou telle décision de ses appros est un point d'appui. Otera n'est pas une enseigne très connue, elle est très centrée sur le local dans le nord de la France, mais elle a besoin de raconter des choses sur ses appros. Voilà, elle fait le double affichage du prix pour tous ses produits bruts. Et puis Auchan, qui a le choix d'une filière, mais qui n'invisibilise pas les SICO. Hein, et à côté de son identité de filière, elle rappelle bien qu'il y a un SICO qui soutient, et elle explique. Voilà. Et donc finalement, si on résume, pour que ça marche, il faut que les gens de toute la filière, mais donc jusqu'au bout, jusqu'à l'aval, se soient appropriés la démarche et qu'ils la fassent leur. Et pour moi, la meilleure démonstration de ça, c'est le local. Parce que quand on fait un tour de magasin, le moment où les chefs de rayon, les employés de rayon mouillent le maillot le plus fort, là où ils s'engagent, c'est pour le local. Voilà. Merci. Merci donc pour ces premiers enseignements. Est-ce que c'est un parti pris la pop ou c'est parce que c'était flagrant? C'était les informations les plus fraîches et les plus accessibles que j'avais à vous donner. Très bien. Alors, tu as réalisé pour le Medfeld, donc je vois qu'il y a beaucoup de monde, ça me réjouit. Tu as réalisé une enquête exclusive pour comprendre l'évolution des perceptions et des attentes des consommateurs dans le temps concernant les labels et les SICO. Et donc, tu vas nous présenter, voilà, quelques résultats. Je ne sais pas s'ils sont inspirants, mais en tout cas, ils vont mener au débat, je pense. Voilà. Donc cette enquête, on se débrouillera pour qu'elle soit disponible pour tous. On est vraiment sur une logique d'open source. C'est fait pour servir tous ceux de la filière qui ont besoin de prendre des décisions. Voilà. D'accord. Donc on ne sait pas encore le canal de transfert, mais les journalistes déjà sont là. Mais voilà. Je vais vite sur tous les aspects. On a fait une étude représentative de la population française. Vous aurez tout ça dans les détails. Je vais tout de suite aux résultats. Dans l'importance des critères, bon, le prix est là, il est toujours là, on va pas s'attarder plus longtemps là-dessus. Ok. La production locale est un fil rouge continuel, simple, compréhensible, qui est une clé d'entrée très très forte. Elle est déjà là, vous le savez, mais qui ressort de cette étude. Et avec ce qu'on est en train de se parler autour des SICO, l'origine et la traçabilité, la réassurance est quand même attendue juste devant le mode de production. Voilà. Derrière le prix quand même. Oui, derrière le prix, mais dans l'époque où on est, je pense que c'est normal que le consommateur nous dise ça, et tous ceux qui en font régulièrement des études savent que le prix, il est là, voilà, tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on le minore, mais ok. En termes de connaissance des produits alimentaires, on n'est pas que fruits et légumes. On retrouve bien une hiérarchie des signes de qualité, et les signes officiels trouvent vraiment bien spontanément leur place. Donc voilà, ils ont une notoriété de fond installée. On pourrait souhaiter qu'elle soit plus grande pour l'AOP, l'IGP et l'AOC, mais elle est là. En notoriété assistée, bon, désolé, il y a toujours un consultant qui fait des tableaux illisibles, eh bien voilà, c'est celui-là. Malgré tout, il est très instructif, donc c'est pour ça que vous aurez le plaisir de le consulter aussi après coup. Il vous donne deux dimensions. Est-ce que je connais ce repère? C'est la notoriété assistée. Et ensuite, toutes les autres colonnes, c'est est-ce que je le comprends? Est-ce que je trouve qu'il a de la valeur ajoutée? Est-ce qu'il me rassure? Est-ce que je trouve qu'il a un impact sur les sujets de la durabilité? Et enfin, est-ce qu'il correspond à mes attentes? Et on voit que là, il y a des résultats quand même très hétérogènes. On a bien sûr des labels officiels, on a des labels des démarches privées, d'accord. On aurait pu en mettre d'autres, mais on a décidé forcément de faire certains choix. Ne nous en veuillez pas pour ceux qui ne sont pas représentés. Ce qui ressort, c'est que dès que la démarche a une proposition de valeur très claire, très compréhensible,
Philippe fait partie du collectif Nouveau Champ et donc de la démarche ZRP, zéro résidu de pesticides. Eh bien ça, c'est très parlant. D'accord? Et dès on est sur des démarches moins communicantes, ou en tout cas il y a une acculturation plus forte à avoir, eh bien on va se diluer. Et donc dans la création de valeur, ça c'est un point quand même très important. Et parfois sur certains SICO, eh ben c'est pas encore suffisamment net la proposition de valeur qui est associée. Voilà. Ici, on leur avait demandé de choisir entre voilà, différents produits. Le label rouge rassure, on était sur du transversal alimentaire. Si on avait fait sur fruits et légumes, ça serait un peu différent. Voilà, je vais vite sur certains éléments, je vais zoomer ici sur ce point-là. C'est comment ont évolué vos achats avec les différentes crises, voilà, sur la consommation. 60% nous déclarent en acheter autant, 20% disent en acheter plus et 15% en acheter moins. On est sur du déclaratif, donc les gens se voient souvent plus beaux qu'ils ne sont. Ok, il y a un peu de déformation ici, mais ça veut dire que ce qui les anime au moment où ils répondent, c'est qu'ils continuent d'en avoir un intérêt. Même si je ne l'ai pas fait, mais au fond de moi, je suis animé par l'envie d'eux. Et pour éclairer notre futur, on n'est pas sur un abandon des SICO. Voilà, dans le cœur et dans l'esprit des consommateurs. Question un peu étonnante, où on a voulu croiser le lieu d'achat avec le label. Et en fait, ça réaffirme l'immense légitimité du producteur à prendre la parole. Celui à qui on fait confiance, c'est le producteur. Voilà. Voilà. Et par contre, la vente en ligne, qui est beaucoup plus fonctionnelle, hein, tout en bas du graphique, dit bien qu'il y a quelque chose de détérioré, là, du lien de confiance. Et donc, pour tous ceux qui s'intéressent au e-commerce, ça veut dire qu'il va falloir combler ça, notamment avec des signes de qualité ou des démarches de marque beaucoup plus puissantes. Voilà. Les labels qui pourraient les intéresser, les circuits courts, le vrac, bon, ok, je vais vite. Les perspectives d'achat à l'avenir, vous pensez en acheter moins 6%, en acheter plus 24%. Donc on est maintenant, tout à l'heure Cécilia nous éclairait sur un frémissement. En tout cas, il y a l'annonce d'un désir de revenir sur des produits labellisés. C'est du déclaratif toujours, mais il y a un an, c'était complètement inversé. Voilà. Et enfin, on les a questionnés sur à quoi ils attachent de l'importance, qui ne serait éventuellement pas encore portée par un label aujourd'hui. Et ce qui mobilise le plus, c'est la rémunération plus juste du producteur. Et on a 46% des répondants qui nous disent qu'ils sont prêts à consacrer entre 5 et 10% de plus de valeur à l'achat du produit pour ça. Voilà, donc ça, vous avez tous les chiffres. Le deuxième critère, ce serait le goût, hein, on est sur le plaisir. Et enfin, le local, un produit près de chez moi. Donc cette dimension du local qui est valorisée, elle aussi. D'accord? Voilà. On en a terminé. Le reste sera partagé par les d'autres canaux. Voilà. Merci déjà pour tous ces enseignements. Je vous propose qu'on réserve les questions s'il y en a plutôt à la fin. Alors, avant de donner la parole à Philippe, je voulais quand même revenir vers toi, Cécilia. Donc, on voit beaucoup d'enseignements. J'avais quand même une question par rapport à l'information en rayon dont nous a parlé Marc-Henri. Est-ce que trop d'infos tue l'info? En tout cas, comment... Donc, il y a eu une étude, notamment à Interfel. Voilà, comment se repérer justement dans cette jungle des labels? Quelles sont peut-être les préconisations, Oui, les constats et les c'est les déjà un point qui a préconisations? été abordé dans la conférence qu'il y a eu précédemment sur la communication et qui était quand même très intéressante, c'est effectivement cette clarté. Effectivement, on a fait faire une étude dans le cadre du comité de liaison des interprofessions
sur les mentions, le nombre de mentions qu'il pouvait y avoir sur les produits alimentaires. Alors, je vous ai déjà dit que pour les fruits et légumes, il y en avait beaucoup, mais alors, quand on prend l'ensemble de l'assiette, ça devient extrêmement compliqué, les sans sel, les sans gluten, les 100% muscles et j'en passe, hein. Et l'idée, c'était de savoir, voilà, il y a des labels, est-ce qu'il y en a assez, est-ce qu'il y en a trop, qu'est-ce que les consommateurs en comprennent. Donc, c'était une étude qui a été menée en magasin avec des interviews et online par Circana, donc qui nous a fait cette étude. Et les enseignements sont non, il n'y a pas trop d'informations sur les emballages alimentaires. On ne s'attendait pas à ça, on pensait qu'ils trouvaient qu'il y en avait trop, mais non, il y en a, ça va, 66% disent qu'il n'y a pas trop d'infos, c'est plutôt bien. 43% des gens disent bah, ça serait même mieux s'il y avait plus d'informations. On manque d'informations. Ça peut paraître un peu Ce qui corrobore un peu ce qu'on a pu voilà. voir. Et 18% nous disent non, enfin moi, il y a peut-être un peu beaucoup. Et la plupart nous disent, bon, les informations qui sont sur les packaging sont utiles. Bon, c'est déjà plutôt rassurant, mais ils disent quand même, il y a une partie qui sont quand même peu utiles, voire parfois redondantes. Quand on les interroge sur ce qu'ils ont compris de ces informations, la moitié des réponses qu'ils nous font sont fausses. C'est-à-dire qu'ils pensent avoir compris un certain nombre de choses et ils ne les ont pas compris. Donc il y a un problème de clarté qui est évident et de compréhension par le consommateur. Alors c'est vrai que des choses très simples sur du local, bah, je comprends. J'ai pas de logo, il n'y a pas de certification, mais je suis à 30 km de chez moi. Donc c'est du local, j'ai bien compris. C'est simple finalement. Et c'est même des fois un peu déroutant quand on voit tout le travail qui est fait sur des certifications chez nous pour imposer un certain nombre d'éléments. Et du coup, ils nous disent, voilà, il y a peut-être trop d'informations redondantes, trop de labels qui parlent parfois des mêmes sujets. On a du mal à savoir ce qu'il y a donc derrière ce label, comment on les compare les uns par rapport aux autres. Je ne sais pas faire. Moi, quand je suis dans du jambon, je me dis, voilà, c'est sans sel. Bon, ça, je comprends. Je peux à peu près les comparer. Le Nutri-Score, c'est pratique. Dans la catégorie, j'arrive un peu à comprendre. C'est un label français. Bah, là, j'ai compris, c'est France. Donc, j'ai toutes ces informations. J'ai besoin de toutes ces informations pour comprendre ce à quoi j'ai affaire. Le prix viendra peut-être à la fin parce que je vais devoir faire des arbitrages entre le sans sel, le français, parce qu'ils n'ont pas tous les labels, hein, voilà. Mais c'est peut-être un peu clair. Nous, peut-être que fruits et légumes, parfois, il y a certains labels qui sont moins compréhensibles que d'autres. Quand on est 100, quand on est 0, bah ça, c'est un peu facile finalement à comprendre et finalement facile à s'approprier. Peut-être que d'autres, où on a simplement un nom, bah, on ne sait pas forcément à quoi ça fait référence. Donc, il y a peut-être un travail pour déjà porter une mention claire. Qu'est-ce qu'on veut porter? Je suis un produit bio. Bon, bah voilà, je suis un produit bio. Je suis produit en Occitanie. Ok, c'est la deuxième information. Mais il y a une forme de priorisation peut-être à avoir pour que le consommateur, il arrive à comprendre chacun de ces items et à les ranger différemment en fonction de ce dont il a besoin. Donc, il y a un vrai travail de fond sur peut-être les mentions qu'on porte pour s'assurer que le consommateur va les comprendre. Et une fois qu'il les a compris, on peut lui donner tout un tas d'informations pour lui en dire plus sur son label. Mais la première accroche, c'est vraiment celle-là. Celle-là, c'est vraiment la clarté. D'ailleurs, si on reprend la mention du local, nous, dans le baromètre de confiance, on retrouve un petit peu ce que tu as mentionné là. Et dans la partie confiance, parce que les labels, on les connaît. À partir du moment où on les connaît, on a confiance en eux. Et le local ressort quand même en 4e position, alors qu'il n'y a pas spécialement une action en termes de certification qui est faite et assez haut dans le classement des différents labels. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je retiens donc cette idée de priorisation. Et puis, ça nous fait un petit peu un tremplin. Donc, on va laisser la parole à Philippe Faure pour Rougeline. Rougeline n'est pas autour de la table par hasard, parce que évidemment, Rougeline a des démarches de segmentation et de valorisation. Alors, donc, face à tous ces constats, quelle stratégie possible? Est-ce que tu peux déjà donc nous présenter ou nous représenter, voilà, qui est Rougeline aujourd'hui? Oui, alors très rapidement, d'abord, bonjour à toutes et à tous. On est un peu en famille à Perpignan, hein, en Rougeline, puisque on a des producteurs et coopératives qui est solidement implantée ici. Donc Rougeline aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais récupérer
La zapette que Marc-Henri garde précieusement. Donc Rougeline, c'est avant tout 197 familles de producteurs, 3000 emplois sur les territoires, ici notamment. C'est un peu plus de 88 000 tonnes de fruits et légumes, principalement des tomates. On doit être aujourd'hui en volume le premier producteur français de tomates, mais aussi des fraises et des concombres. C'est 7 bassins de production au sud d'une ligne qui va, on va dire, de Bordeaux au sud de Lyon, donc du sud de la France. Et c'est 318 hectares de cultures abritées. 45% de surface qui sont passées à l'énergie non fossile. C'est important, on y reviendra tout à l'heure là-dessus. C'est toujours agréable de le dire parce que c'est la valorisation du travail effectué par les producteurs, les productrices et toute l'équipe. C'est aussi des chiffres d'affaires qui ont augmenté de 52% en 5 ans. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et donc, dans les différentes démarches, justement, Voilà. comment, donc la raison d'être, c'est de créer de la valeur pour les producteurs et pour les consommateurs. Et donc, du coup, voilà, comment Rougeline a pris à bras-le-corps cette différenciation? Alors, la raison d'être, c'est d'abord, effectivement, de créer de la valeur pour nos producteurs, de défendre l'agriculture française et la souveraineté alimentaire. Bon, une fois qu'on a dit ça, on est dans quel contexte? On est quand même dans un contexte, je ne le refais pas, mais où la part de budget accordée par les Français à l'alimentation est en baisse depuis des années, où la consommation de fruits et légumes est en baisse, et où on est confronté, on était à un salon végétable il y a peu de temps, à une problématique qui est comment convaincre nos consommateurs de consommer un peu plus de fruits et légumes, notamment les consommateurs jeunes et qui sont sous-consommateurs, mais en sécurisant les consommateurs qu'on a aujourd'hui. Donc, on en parlait, une part de cette stratégie, effectivement, c'est en racontant une histoire et une image, et en travaillant sur l'image et en répondant aux attentes sociétales, qui sont des attentes de prix, même si on est habitué, comme le disait Marc-Henri, mais aussi des attentes en termes de durabilité et de praticité. Donc, on travaille tous ces points-là. Ce qu'on a pris comme exemple, ce qui est avant tout important pour nous, on a une trilogie, et c'est pour ça que les 2 labels sur lesquels on a travaillé, qu'on va prendre en exemple ici, sont centrés en fait sur cette trilogie qui guide notre façon de segmenter nos marchés et de segmenter notre gamme. Les choses, elles partent de la production. Donc la production, parce qu'avant tout, ces labels, c'est le travail de la production. Ce sont des démarches qui sont exigeantes, qui ont des contraintes, qui ont un coût là-dessus, et tout ça part de la production. Et la production, comme dans beaucoup de choses, on est plus intelligent quand on fait jouer l'intelligence collective. Ça va de soi. Mais donc, on part de la production, on voit que sur le 0 résidu de pesticides, c'est une transformation des outils de production dans les années 2008 avec des concepts d'outils qui étaient effectivement plus économes, j'y reviens, en économie, en énergie fossile, mais qui ont permis de contrôler le climat, de contrôler les intrants, de contrôler pas mal d'éléments qui ont effectivement offert la possibilité derrière de travailler un produit et de pouvoir garantir une production 0 résidu de pesticides. Donc c'est collectivement, suite à la transformation d'outils de production, qu'on a commencé à travailler là-dessus. Ça, c'est pour la partie production. Après, il y a la partie consommation. Il faut correspondre à une attente du consommateur. J'en parlais, c'est une évidence, mais il y a des attentes qui sont diverses et variées. Et pour ces attentes, il faut effectivement, tu en parlais Marc-Henri, tu le confirmais Cécilia, il faut aboutir à quelque chose qui correspond à une vraie demande, mais qui est aussi parfaitement lisible pour le consommateur, qui est une valeur ajoutée qui soit claire. Et quand on a travaillé sur comment valoriser des productions dans ces nouveaux outils, des productions qui étaient vertueuses, on a effectivement, collectivement fixé comme objectif et on a choisi comme promesse le 0 résidu de pesticides, qui correspond à une attente forte des consommateurs en termes de produits sains et qui également est parfaitement compréhensible. Et en fait, il y a aussi le troisième point qu'il faut travailler, c'est convaincre le distributeur. Tu parlais tout à l'heure de distributeurs qui réduisent les gammes, qui sont aussi sur des logiques de prix, je ne m'expliquerai pas. On n'en parle pas, mais les distributeurs, c'est la seule chose dont ils parlent, quand même, les prix. Donc, il faut pouvoir proposer à nos clients distributeurs un produit qui trouve sa place. Et là-dessus,
Effectivement, il y a des analyses à faire qu'on a fait régulièrement et qu'on travaille avec la distribution d'ailleurs, sur dans les gammes, comment positionner ce produit. Comment il se positionne dans la gamme de chaque distributeur, quel est le prix qui lui paraît le plus intéressant pour être mis en marché, puisqu'on sait que le consommateur, lui, va regarder finalement cette promesse, quel prix je suis prêt à mettre. Parce qu'au-delà de la question du prix, le prix bas, ok. Mais la réalité, c'est pour mon euro, enfin Olivier Dauvert le dit assez, et il a raison. Pour 1 euro, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'on me donne? D'où la clarté de la promesse. Donc, c'est autour de cette trilogie qu'on a travaillé. Bon, aujourd'hui, le label, il renforce la confiance. On a pris les chiffres là. Tu m'excuseras, Marc-Henri, on n'avait pas encore les tiens. Mais de l'étude sur la confiance en les labels de Kantar, voilà, on retrouve d'ailleurs sur le zéro résidu de pesticides des chiffres qui sont, en gros, ce qu'on retrouve dans l'étude de Marc-Henri. 63% des sondés indiquent connaître le label. C'est une progression importante. Et surtout, 75% des consommateurs indiquent avoir davantage confiance lorsque le label est présent. Ce qui le connaissent l'achètent plus, parce que l'offre est claire, le label est clair. On retrouve les mêmes chiffres, je crois que c'est à hauteur de 59-60% sur ton étude, Marc-Henri. Donc, ça, c'est, voilà, aujourd'hui, je parlais d'intelligence collective. Dès qu'on a initié ce label, et c'est important, qui est un label, lui, privé, bien sûr, contrairement à ce qu'on va voir après, le label rouge, l'important, c'était d'être l'intelligence collective, toujours. On a ouvert ce label, on a ouvert les démarches et on a travaillé sur des cahiers d'échange avec l'ensemble des gens qui travaillaient sur les mêmes démarches que nous. Donc, si on passe au slide suivant, ce que je vais faire moi-même, ce qui est mieux, aujourd'hui, à travers le collectif Nouveau Champ, et on l'a ouvert de suite en 2017, c'est 350 producteurs français qui sont engagés dans cette démarche. C'est une démarche française. On reparlera de l'origine et de ce qui est écrit sur les packs ou dans les rayons. Mais c'est 210 millions de produits commercialisés donc par ces 350 producteurs autour des 7 entreprises fondatrices et on continue à mutualiser les efforts. On n'a pas hésité dès le départ à travailler, y compris avec les autres producteurs de tomates, les autres structures, pour qu'elles nous rejoignent, puisqu'on sait qu'on travaille tous sur des démarches comme ça, pour être plus forts collectivement. Et c'est un des facteurs importants de réussite. Donc, sur le ZRP, c'est la démonstration de tout ça. Aujourd'hui, on a aussi, ça tombe bien, c'est le label le plus reconnu par les Français dans les SICO, on l'a vu tout à l'heure. On a travaillé sur le label rouge, alors depuis un certain nombre d'années sur la fraise, bien évidemment, la fraise Gariguette notamment, qui est label rouge, et on a construit voilà, là-dessus aussi un segment qui est aujourd'hui solide, qui est reconnu, qui, par exemple, chez nous, pèse 20%, les Gariguettes labellisées label rouge, elles pèsent entre 15 et 20% selon les années de notre production. Et pour la première fois, depuis 2 ans maintenant, on met sur le marché une nouvelle gamme, Java essai, qui est, on a 3 tomates qui sont reconnues label rouge et qu'on est en train de laisser cette année. Donc là-dessus, même démarche. C'est-à-dire une démarche de production exigeante, où on fédère des producteurs pour travailler parce que ça économise, ça mutualise les coûts et on est plus intelligent, encore une fois, où on fédère des producteurs pour travailler avec un objectif, une promesse claire pour le consommateur et derrière un travail. On parlait du label rouge et de la réduction des gammes sur des produits qui sont relativement chers là-dessus, qui devraient être plus chers étant donné les coûts auprès de la distribution. On essaie d'associer au maximum avec la content la distribution pour analyser les gammes, quelle place on peut leur donner, comment le lancer et comment le référencer. Aujourd'hui, le label rouge en tomate, on a quasiment toutes les enseignes qui le référencent. Donc voilà, autour de la trilogie, fédérer les producteurs sur des démarches exigeantes, convaincre le consommateur à travers une promesse claire, intelligible et prouvée, et travailler avec la distribution pour avoir le meilleur marketing mixte, pour pouvoir mettre le produit sur le marché. Après, on y reviendra peut-être tout à l'heure. La façon dont le produit est présenté en rayon, Marc-Henri nous a montré un petit aperçu là-dessus. Elle est loin aujourd'hui d'être satisfaisante. Globalement, d'ailleurs, la façon dont sont tenus les rayons fruits et légumes est loin d'être satisfaisante, à notre avis. C'est peut-être un travail engagé, effectivement, pour aller jusqu'au bout du bout. J'ai une question. Donc, on comprend bien cette segmentation très claire. Est-ce qu'on peut être ZRP et label rouge aussi? Est-ce qu'il y a une priorisation qui est faite? Parce que certains producteurs sont engagés dans plusieurs On peut segments. l'être. On peut l'être.
On peut l'être label rouge et ZRP. Après, il y a un vrai travail qu'on mène à l'interne de savoir si deux choses. Faire un choix. Voilà, faire un choix, parce que si on marque, enfin nous les paysans de Rougeline, si vous avez l'occasion de voir nos barquettes, etc., on met beaucoup en avant le local avec la photo des producteurs, l'origine, etc. La marque, les paysans de Rougeline, ZRP label rouge, si on rajoute ça, on finira par plus voir le produit. C'est un premier point, donc il y a un choix marketing à faire là-dessus, et il y a aussi un choix par rapport à un coût de production, qu'est-ce qui est intéressant. Aujourd'hui, très franchement, la plupart des producteurs qui font du label rouge pourraient aussi, enfin le font en ZRP, mais on ne le mentionne pas obligatoirement. D'accord. On ne le mentionne pas obligatoirement. Parce qu'un des avantages d'une démarche comme le ZRP, comme d'autres, comme sans pesticides, pour nos amis bretons notamment, c'est que, et ça, en termes d'image, on parle toujours de valeur, mais en termes d'image et de travail, on est dans un cercle vertueux dans lequel on partage des pratiques vertueuses qui amènent effectivement de partager des connaissances, du travail concret dans les exploitations pour aller vers le mieux, avec une mutualisation de tous les coûts qu'il peut y avoir. Donc après, on priorise. Merci. Alors, pour terminer un petit peu cette table ronde, je voudrais vous écouter maintenant sur les enjeux quand même à relever. Donc, ça, enfin, il me semble qu'il y a quelques points qui ont été quand même très clairs. Je voulais vous écouter. Il y a quand même d'autres, enfin comment dire, enfin les filières bougent en permanence et puis on a tendance à intégrer toujours de nouveaux critères. La nature ayant horreur du vide. Je pense par exemple à la décarbonation. Voilà, Cécilia, je me tourne vers toi. À l'avenir, comment on peut intégrer ces nouveaux critères comme la problématique carbone, voilà, ou décarbonation dans l'information au consommateur, enfin, comment on peut rajouter ça, soit dans un label ou en recréer un très, très clair. Voilà, comment on fait? Encore, encore une Encore! invention, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Alors déjà, rappeler que la filière en termes de gaz à effet de serre fait partie des filières qui sont peu émettrices. A-t-on vraiment besoin de communiquer sur le sujet? Peut-être Mais globalement, nous, certaines filières travaillent quand même sur ces nous, problématiques-là. au niveau d'Interfell, on travaille sur le sujet pour essayer de porter effectivement cette information que nous sommes quand même peu émetteurs, plutôt bons élèves. Donc ça, c'est le global. Est-ce que Je parle du carbone, mais ça voilà. peut être l'agriculture régénératrice, enfin, ça peut être d'autres critères. Néanmoins, vous n'êtes pas sans savoir que l'affichage environnemental est en marche, si j'ose dire, même s'il va être dans un premier temps volontaire. Et comme on a le Nutri-Score, on sera très probablement amené aussi déjà à avoir un score pour ceux qui veulent le porter. Donc il y aura certainement des essais qui seront faits par les uns ou par les autres pour voir comment cette mention peut être portée. Après, effectivement, si on va sur des énergies renouvelables, si on va sur voilà, un certain nombre d'aménités qu'on peut avoir, bah, il faut y réfléchir. Ça fait partie du pack global. Comment on le gère par rapport à d'autres mentions? Est-ce qu'on fait des choix? C'est toujours la question. Est-ce que si on est suffisamment innovant et que c'est quelque chose qu'on peut porter et qui est différenciant, oui, pourquoi pas? Si ça ne l'est pas, peut-être que simplement cet affichage environnemental, il suffira pour nombre d'entre nous. Là, c'est des réflexions et je pense que c'est des stratégies, effectivement, que les entreprises vont devoir avoir dans les années à venir. Mais avant tout, c'est, encore une fois, se poser la question. Qu'est-ce qui est utile vis-à-vis du consommateur? Et peut-être qu'il va y avoir des choses qui sont utiles pour le B2B Mm. et des choses qui vont être utiles pour le consommateur. On n'a peut-être pas besoin de porter les éléments à tous les niveaux en permanence. Et justement, donc je pose la question à Rougeline, qui a le modèle Écossaire et puis aussi qui est engagé dans la transition énergétique. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui reste en B2B, c'est-à-dire nous, on le sait entre nous? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut adresser aux consommateurs de façon plus précise? En Florence, oui, la question, elle est double. C'est un élément important. D'abord, bon, c'est l'axe qu'il faut développer. Je disais tout à l'heure qu'on est passé à l'énergie fatale, on a éliminé les énergies fossiles à 50% à peu près dans nos exploitations. On travaille bien entendu là-dessus et on a des objectifs qui sont élevés. Clairement, dans la communication qu'on peut mettre en place en B2B vers les institutions, vers nos clients, distributeurs, et à travers nos axes de communication, que ce soit les réseaux sociaux, la presse professionnelle, c'est quelque chose qu'on va
communiquer. Après, aujourd'hui, sur le consommateur, je rejoins Cécilia, si on a un choix à faire entre local, zéro résidu de pesticides et label rouge, on ne va pas communiquer là-dessus. Tout simplement parce que aujourd'hui, l'indicateur qu'on donnerait, est-ce qu'il est vraiment parlant pour le consommateur? Est-ce qu'il est plus 10 ans que les labels qu'on cite là? On ne le pense pas. Donc, en fait, c'est pas oui ou non. C'est oui pour telle cible et peut-être derrière à moins de priorité sur l'autre cible. Voilà. Parce que ça fait partie de l'image globale d'une marque. Donc, là aussi, on privilégie, on fait des focus sur les cibles en fonction de ce qu'on veut dire. Merci, en tout cas, c'est très clair. Marc-Henri, donc je vais terminer avec toi. Voilà. Donc, deux dernières questions. Donc, avec ta connaissance des rayons, avec tout ce que tu nous as présenté avant, ben voilà, quelle préconisation tu adresses aux entreprises pour à la fois continuer finalement à s'engager dans ces démarches de valorisation et surtout rendre lisibles ces démarches en rayon? Alors, c'est peut-être paradoxal, mais il y a une des conclusions, c'est qu'en fait, il faut probablement plus d'infos. Mais je le dis très sérieusement, et plus de hiérarchie. D'accord? Donc la clarification, on l'a bien identifié. Dès qu'on a une proposition de valeur claire, percutante, en mode toujours ou jamais, le consommateur la reçoit. Et je trouve que c'est très sage ce que nous a dit Philippe, par exemple, sur voilà, la transition du modèle énergétique chez eux. Ils sont pas mûrs pour communiquer en grand public là-dessus. Soit ils sont rattrapés par l'actualité et ils sont forcés de le faire et ils dégaineront des cartouches qui seront voilà, 50%. Bon. Mais un jour, ils auront peut-être fait beaucoup plus de chemin. Et à ce moment-là, le critère sera mûr pour sortir peut-être en grand public si on est capable de détecter qu'ils vont accorder de la valeur à ça. Donc dans les rayons, je dis plus d'infos, beaucoup mieux hiérarchisées, et surtout une bonne identification jusqu'au consommateur final, avec dans un marché où plus de la moitié des volumes sont vendus en vrac, et où on a clairement vu que quand un produit porte un packaging, il est capable de porter des messages, et que dès qu'il était tout seul avec son stick, pour pas dire avec son slip, il manquait quelque chose quand même, et que je pense que, voilà, j'ai pas envie de faire de la distribashing, je pense qu'ils font vraiment de leur mieux. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, soit dans la collaboration, la coopération avec les enseignes pour que cette mention arrive jusqu'au conso. Certains d'entre nous sont capables d'aller porter le message avec un effort de merchandising pour passer la bonne parole. Je pense que les réseaux sociaux sont quand même un moyen industriel de passer des messages à bas coût sur des cibles identifiées et que ça reste encore un terrain de jeu que notre filière a très peu investi. Voilà, on cherche les influenceurs fruits et légumes, on cherche, voilà, où sont-ils? Et il y a quelque chose là qui va devenir un enjeu de filière de la communication digitale. On est en 2025, qui peut être complémentaire de ce que les gens voient en rayon. Voilà, si j'essaye de résumer, c'est esprit, cœur et corps. L'esprit, je connais, je comprends ce qu'on me dit. Cœur, j'adhère, j'aime, je mets de l'affect dedans. Et corps, j'agis en faveur d'eux. Et ça vaut aussi bien pour l'aval, les réseaux de magasins, que pour le conso. D'accord ? Et c'est cet alignement de planètes qui crée l'adhésion au repère, quel qu'il soit, la marque, le label, avec cette supplément de légitimité qu'on a vu dans les labels officiels. Bah oui, voilà, il y a toute la sécurisation qu'il est légitime, mais on a vu que des opérateurs privés collectivement étaient capables d'atteindre une taille critique et un sérieux dans la démarche qui leur permettait aussi d'émerger avec plus d'agilité quand même. Voilà. Donc, plus d'infos, les bonnes, clarifiées et appropriation par toute la chaîne
pour que le consommateur le reçoive. Merci, c'est très clair. Alors, j'ose te poser une dernière question, malgré toutes les clarifications. Non, mais avant de laisser la parole à la salle. Oui, je voulais quand même t'entendre parce que tu as apporté énormément d'éléments par cette étude qui viennent en fait confirmer ou corroborer ce que je vais te poser, mais je la pose quand même. Qu'est-ce que tu penses donc des labels ou des démarches un peu chapeau qui englobent finalement des critères, alors certains de façon très claire, d'autres un petit peu plus flous. Par exemple, comme Bleu Blanc Cœur, C'est qui le patron, De Malater, ZRP, bon, on pourrait rajouter HVE. Alors ZRP, on en a parlé. Voilà, je pense que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un amour du producteur qui est là, et que C'est qui le patron est une des manifestations concrètes de ça. D'accord? Et donc, on rentre dans la dimension affective et de pouvoir matérialiser. Je ne suis pas indifférent, je ne suis pas qu'un consommateur avec les fonctionnalités, j'ai besoin d'un produit pour me nourrir, mais j'ai aussi une dimension responsable que j'active par ce moyen de reconnaissance. Et je pense que ici où nous sommes, alors il ne s'agirait pas de tirer sur une corde sensible de manière facile, mais soyons bien conscients que la société française a bien reçu toutes les difficultés du monde agricole et est prête à y répondre, sérieusement. Hein, donc ça, voilà, je pense que tous ceux qui ici œuvrent pour un avenir, une souveraineté alimentaire, doivent recevoir ça. On se souviendra de la Compagnie des Amandes, qui a réussi une énorme levée de fonds auprès de consommateurs. Donc c'est des modèles, ça engage même des modèles financiers, c'est-à-dire aujourd'hui une coopérative, un collectif agricole qui voudrait engager une transition environnementale ou énergétique a peut-être des leviers jamais utilisés de mobilisation de cette transition et de financement, premièrement, et de la création comme d'une base de consommateurs ambassadeurs qui va porter la parole autour. C'est-à-dire que, à la limite, d'une certaine manière, C'est qui le patron peut se faire déborder par des initiatives qui naîtraient ici. Voilà. Donc, pour répondre concrètement à ta question, pour moi, ce sont d'excellentes démarches. Le point pour moi, ce qui différencie là, c'est que au milieu de tout ce qu'on a cité, il y en a une seule qui est connectée au conso, ou au moins qui le revendique comme tel. Et la dimension d'avenir, ok, on fait les producteurs ensemble, les producteurs et les distributeurs ensemble, et je pense qu'il n'y a pas les modèles de demain incluent intrinsèquement le consommateur qui sera un micro-influenceur de communication qui dira du bien du produit autour, voilà, vous avez compris. Donc, j'y suis tout à fait favorable en insistant particulièrement sur le lien conso. Et donc, c'est pour ça que certaines démarches chapeau grandissent grâce à ça. Merci beaucoup. On va ouvrir les questions. Je les imagine nombreuses. On est prêt. Profitez-en. Monsieur. Alors, je ne sais pas si Jean-Pierre a un micro. Non. Ah si. Ah oui. Pardon. Donc, présente-toi. Frédéric Chatagnon, cabinet SF Conseil. Merci pour ce sujet et toutes les contributions. Je voulais juste souligner des leviers, une mise en perspective par rapport à tout ce qui a été évoqué. La finalité, c'est de créer des filières selon un modèle économique durable et toucher le consommateur. Premier sujet, c'est le prix, c'est la rencontre d'une offre et d'une demande. On a beau mettre tous les éléments de label sur la table. Si à un moment donné, on n'a pas veillé à ce que on ne soit pas en suroffre, on détruit la valeur. Et donc, je veux ici saluer tous les efforts des collectifs et des entreprises à organiser une mise en marché qui permette d'avoir une bonne rencontre, un bon équilibre entre offre et demande. Dans d'autres univers, on a vu des fromages en appellation d'origine
se retrouver en déséquilibre de suroffre et dégrader durablement la valeur malgré tous les efforts sur la qualité. Et deuxième sujet qui a été évoqué, qui est un peu la toile de fond de tous ces labels dont on vient de parler, c'est l'origine. Alors, l'origine en première gamme, on peut en parler, il y a des filières. Enfin, rappelons-nous que sur le marché français, l'origine France est une préférence des consos et un parti pris des distributeurs. Ça n'a rien d'automatique. Il y a des enseignes aujourd'hui qui ont challengé le tract concombre entre l'Espagne et la France. Je la citerai pas. Donc ce combat sur l'origine, il est absolument jamais acquis. Il est à conquérir tous les jours et c'est un élément essentiel en première gamme. Et il y a une vraie hypocrisie sur tous les produits transformés dans lesquels souvent l'origine est peut-être masquée. Et donc soyons clairs sur la transparence sur l'origine. Là, je veux saluer par exemple Verger éco-responsable, Pink Lady ou ZRP qui ont ajouté le bleu, blanc, rouge pour bien revendiquer un travail sur le fond couplé à l'origine. Voilà. Peut-être une réaction, Marc-Henri. Enfin, je repense à ton enquête par rapport à ce qui vient d'être dit. Finalement, c'est un paradoxe parce qu'Origine Info est toujours pas bien compris, ou alors c'est peut-être parce que c'est récent Origine sur les Info. produits Oui, transformés, alors, notamment. je suis bien d'accord avec toi, Frédéric, sur l'hypocrisie autour des produits transformés. Et Origine Info, c'est le bébé de la bande, hein. Voilà. Et puis en fruits et légumes, en plus, au moins sur la partie brute, voilà, le sujet est plus simple hein, que voilà, que du porc polonais associé avec voilà, Une différents. réaction? Ouais, juste sur les choix des consommateurs, dans le baromètre de confiance, ce qui ressort en règle générale sur les attentes des consommateurs, ou tout du moins sur leurs inquiétudes, ce sont quand même Parce qu'en fait, dans cette étude qu'on avait fait avec le CLIA, on a regardé toutes les filières alimentaires. Chaque filière a ses problématiques particulières. On ne va pas adresser les mêmes. Mon histoire de sel tout à l'heure n'est pas du tout la même que chez nous. Chez nous, c'est essentiellement les résidus de pesticides qui font partie des inquiétudes et la provenance des produits. Ce sont les deux inquiétudes majeures du consommateur. Donc, c'est à ça qu'il faut répondre en premier avant d'aller chercher d'autres éléments. Je vais me permettre sur l'origine, c'est un point majeur, oui, Frédéric, l'origine. Il y a des gens qui travaillent bien partout et qui font leur métier partout comme il faut. Mais par contre, on doit avoir des consommateurs éclairés. Et spécialement ici à Perpignan, et sans faire de particularisme, mais c'est un débat, c'est un sujet qui tient éminemment à cœur à Interfel et à l'ensemble des médias, encore, des gens concernés, pardon. Encore faut-il que sur les packaging, on puisse voir les origines. Et c'est pas vraiment toujours le cas. Et il y a effectivement des choses qui sont très confusantes sur des produits qu'on voit partout, qui ont le droit d'être là, qui sont des produits qui sont honorables et qui sont d'ailleurs de bons produits, même quitte à choquer les gens. Mais encore faut-il pouvoir avoir un choix éclairé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et pas que dans l'industrie et dans la transformation. Donc c'est vraiment un combat à mener là-dessus, qui est mené par de nombreuses personnes, mais les consommateurs, tu parlais demain, c'est avec le consommateur qu'on construira les choses. Le consommateur, on peut construire s'il a une vision éclairée des choses. Et aujourd'hui, dans les rayons, il y a beaucoup trop de confusion sur les origines, que ce soit sur les packaging, que ce soit sur la signalétique dans les magasins. Voilà, c'était un petit coup de gueule, mais qui est très présent. Enfin, on a tous été dans des rayons, vous regardez, c'est tout sauf évident, hein. Voilà. On a tous bien en tête de quoi tu parles. Juste le CLIA, est-ce que tu peux préciser ce que c'est? Parce que c'est Comité de passé vite. liaison des interprofessions agricoles et agroalimentaires. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, devant. Présentez-vous. Christian Mayonji, MMI. Je lance une plateforme digitale de valorisation des... Un petit peu plus près, moi j'entends pas bien. Christian Mayonji, MMI, pour Mangas Management Industry. Je lance actuellement une plateforme digitale qui valorise les produits, comme vous le disiez tout à l'heure, les produits légumes et fruits.
je vous ai entendu beaucoup parler enfin, on va dire, de la place qu'il faut accorder aux consommateurs dans le choix des produits, si je peux me permettre de résumer ça comme ça. Et j'ai aussi eu l'impression que vous étiez un peu en opposition, il y avait une opposition entre producteurs et distributeurs. Parce que je vois que vous disiez tout à l'heure que le distributeur ne tenait pas forcément compte des labels, de la qualité de label, dans le positionnement des produits sur ces rayons. Alors, je me demande s'il y a, à un moment donné, des discussions qui sont emmenées entre les distributeurs et les producteurs pour mettre en place peut-être une hiérarchie des labels ou du moins pour en réduire le nombre. Parce que pour moi qui suis peut-être en plein Paris, lorsque j'ai à faire un choix de produit, je m'intéresse davantage au choix. Enfin, je fais confiance à mon distributeur pour pratiquer un premier choix avant que moi-même je vienne. Et je m'intéresserai davantage au produit qui est placé déjà dans le magasin plutôt qu'à un produit que le producteur va forcément valoriser. C'est péjoratif, mais voilà, c'est une habitude. Je vous Alors, remercie. peut-être Philippe, si tu veux réagir, comment on travaille en co-construction, justement? Non, dans les 3 points que j'évoquais tout à l'heure, le distributeur est pleinement un interlocuteur. Maintenant, un distributeur, lui, il a ses logiques, hein, voilà, qui sont des logiques, on le voit aujourd'hui, il y a une logique suite à l'inflation de réduire les gammes. Les chiffres que tu donnais, Cécilia, sont assez frappants là-dessus. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille sans cesse avec eux. Donc, quelle place, quelle gamme, et c'est un des critères de réussite. Donc, effectivement, l'introduction des labels avec les distributeurs, il n'y a pas d'opposition. Il y a une discussion commerciale et marketing, et le distributeur, lui aussi, a des choix à faire. Il fait des choix. Et lui aussi est capable de dire, ben, ce label-là, je ne vois pas très bien ce qu'il va apporter dans mon rayon. Et ça se négocie. Donc, c'est à nous à être... Mais les choses, elles se font avec, pas contre, hein. Voilà, elles se font avec parce que ça ne peut marcher que comme ça. En revanche, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a un problème de comment ce produit est mis en valeur dans le linéaire. Pour moi, aujourd'hui, Marc-Henri a montré quelques exemples, mais il n'est pas assez bien mis en valeur encore globalement. Et il y a le problème dont on ne parle pas, mais qui est toujours, dont on parle peu, mais la valeur qu'il y donne. À quel prix le distributeur est-il prêt à acheter ce produit? J'ai parlé du prix que le consommateur était prêt à mettre en plus en fonction de la promesse portée par le label. Mais il y a avant ça, à quel prix le distributeur, lui, est prêt à l'acheter. Et là, c'est des sujets qui peuvent être conflictuels. Bien évidemment. Bien évidemment. Après, on voit que quand je parle de la gariguette à label rouge, elle trouve une valeur qui satisfait la production et qui satisfait aussi le distributeur et le consommateur. Mais on ne peut le faire qu'en travaillant ensemble. Donc voilà. Merci. Une réaction? Ça marche Ça pas? ça va Non, marcher. ça va marcher, ça marche, c'est super. Non, pour revenir un petit peu sur ça, on voit effectivement que, alors, si on prend une étude qui a été faite par le CTFL il y a une petite dizaine d'années maintenant sur le nombre de démarches qui sont faites par entreprise. Les entreprises, les metteurs en marché sont à peu près sur quasiment, en moyenne, 6 démarches par entreprise. Certains peuvent aller à une dizaine, voire à plus de démarches, mais une partie de ces démarches, on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt du B2B. On est finalement sur du prérequis. Si on prend HVE, par exemple, le CTIFL, dans le dénombrement qu'il nous fait en magasin, ils ont des enquêtes en magasin régulièrement, ils nous disent visiblement, un peu comme a dit Marc-Henri, HVE, c'est 1%, enfin il y a 1% des magasins qui mettent en évidence HVE. Le reste, c'est du prérequis. Donc, il y a vraiment un questionnement sur qu'est-ce qui va jusqu'au bout du consommateur, qu'est-ce qui va dans la relation B2B et qu'est-ce qui va être valorisé en termes de prix
acheté par le consommateur et là valorisé, et ce qui va être du domaine de ce que vous disiez tout à l'heure, je fais confiance à mon distributeur parce qu'il a sélectionné son fournisseur sur un certain nombre de critères, et c'est très bien aussi, et ce sont des démarches de progrès, mais la question du prix et de la valorisation est aussi une problématique en B2B. Merci. Alors, Levez-vous et ça autour du menton. C'est la voix, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Jean Sall, producteur de légumes à Perpignan. Je trouve tout à fait remarquable, sincèrement, les exposés qui sont faits, qui montrent une cohérence, une pertinence dans un progrès qui est complètement compris par tout le monde. Et on est convaincu, effectivement, des efforts réalisés et des résultats obtenus. Il y avait ici même hier une question qui s'est posée et une conférence sur le prix qui disait de manière provocatrice: les fruits et légumes sont-ils chers? Ce qui en fait n'est pas une question, mais qui en est une. C'est-à-dire, c'est pas une question à laquelle on peut répondre de façon cohérente entre nous tous, et pourtant c'est la question de fond qui reste, malgré tous les efforts qui sont faits et qu'il faut accélérer, qui reste effectivement au quotidien ce qui empêche les producteurs de continuer à exister pour beaucoup d'entre eux. D'ailleurs, ces filières de l'agriculture en général et des fruits et légumes en particulier ont perdu un nombre qui est absolument effarant d'entreprises et de producteurs, ce qui ne veut pas dire qu'on ait perdu des tonnages en proportion, hein, mais on perd une certaine qualité de production localement qui pourrait peut-être être une part conséquente du futur. Et donc, cette question du prix, elle se pose à tous les étages, et effectivement la sincérité des relations au quotidien entre le fournisseur et le distributeur fait que le distributeur a souvent intérêt, parce qu'il a une entreprise, à comment dire, à s'approprier ou à certains avantages qui ne sont pas les siens, ou à masquer au niveau de l'origine, mettons par exemple, à créer de la confusion, mais pour ne dire que ça. Et je crois que, pour finir, sur une suggestion, entre autres, je pense que interprofessionnellement, on a des outils extraordinaires et une ambition, je dirais, comme il faut, sans limite, hein. Je pense qu'il y a peut-être une relation à réinventer sur le plan collectif de façon à constituer vraiment une sorte de politique industrielle de ces produits-là, des métiers, parce que moi je crois plus au métier de la filière qu'à une filière absolument uniforme, où effectivement autour de la table, il y en a qui sont plus puissants que d'autres et qui imposent effectivement des relations commerciales qui sont quelquefois pas complètement loyales. Donc, les fruits et légumes aujourd'hui sont considérés comme chers. La réponse est à peu près ça quand même, par une part importante de la population. Et c'est ce qui a résulté hier du débat qui était pas très riche sur le sujet, alors qu'on est, et pardon de cette critique, ça ne vise pas les organisateurs, ça montre la difficulté du propos, hein, je pense qu'avec tout ce que vous faites, on n'emporte pas une masse suffisante de la production pour faire la sécurité alimentaire dont nous avons besoin. Voilà. merci pour cette remarque. Alors, qui veut répondre? Marc-Henri, je ne sais pas si tu veux, enfin, qui veut réagir? Ouais. C'est ça. Comment on peut finalement Elle est froide, résoudre cette mais on se équation? jette à l'eau quand même. Merci Jean. Ici, on a quand même tâché de traiter de tout ce qui touchait à la différenciation. Et donc, on a éclairé plutôt la frange supérieure des gammes, avec l'idée d'une sortie par le haut d'un certain nombre de productions, après un creux
et presque un questionnement sur l'avenir de ces signes. Hein. C'est ça qu'on a essayé d'éclairer, et on voit que peut-être le plus dur, il y en a encore un peu à avaler, certainement qui ne sera pas très, très sympa, mais le plus dur serait passé de ce qu'on est capable de déceler. Et donc là, tu poses la question du mass market, du cœur de gamme, et du fait de nourrir les gens, de remplir les estomacs. Donc j'aurai deux morceaux de réponse. Il y a un sujet de la compétitivité de l'origine France qui reste à traiter. Voilà. Voilà, et on ne peut pas en faire l'impasse. Et il y a des leviers, heureusement, qui ne sont pas activés aujourd'hui, mais qui doivent permettre de donner cette bouffée d'air. Deuxièmement, il y a le sujet du désir. On prend un exemple extérieur à notre filière, les Tesla, d'accord, Elon Musk, Donald Trump, et puis les ventes qui s'effondrent. Et c'est bien un changement du désir. Une Tesla, c'est cher. Mais pourtant, les gens la désirent. C'est moderne, c'est voilà, d'accord, on peut rebattre tous les critères. Donc c'est pour moi, on a un enjeu, et en fait, on va parler du prix dès qu'on n'a pas tendu suffisamment le désir. Et d'une certaine manière, pendant le Covid, on était à la maison, on pouvait cuisiner, et on en avait le désir de bien manger. Voilà. Et les équilibres offre-demande, alors c'était une pagaille pas possible à organiser, bien sûr dans les stations, chez les distributeurs, mais il y avait le désir. Donc, je me focaliserai sur la perception et sur le désir. Voilà. Avant le prix. Ah oui, vas-y. Non, non, Ah. non, mais ça C'est marche. bon. C'est bon. Et effectivement, il y a le désir, c'est normal, et c'est vrai. Là, la remarque de Marc-Henri est tout à fait pertinente. Je vais être un peu plus pragmatique là-dessus pour répondre à votre question. On a parlé de comment sortir par le haut, ce que tu disais. Et après, la masse, quand même, l'essentiel de la production, elle est ailleurs. Et on est condamné à être compétitif. On est condamné à être compétitif. Et la compétitivité, elle naît, ce que vous disiez d'ailleurs, collectivement. Et je vais me permettre juste de prendre l'exemple de ce qu'on est en train de faire sur la tomate. Et quand je dis nous, c'est l'ensemble des producteurs de tomates qui sont représentés dans l'AOP tomates et Concombre de France. On a tous réfléchi sur une réponse de produit sur une barquette de tomates cerises de 250 grammes qui est confrontée, plus que jamais à des premiers prix très compétitifs. On a organisé une réponse collective. On a sorti il y a quelques semaines une barquette non-name, si ce n'est française, cultivée par la production française, avec un prix qui n'est pas le prix, effectivement, bien sûr, parce qu'on ne peut pas le faire, mais qui est un prix qui reste compétitif, qui est valable pour la rémunération des producteurs, et sur lequel on est tous collectivement engagés. Certaines enseignes, je vais les citer parce qu'elles sont Intermarché, Auchan, Lidl ont répondu, et aujourd'hui, on trouve ces barquettes-là sur le marché. Là, on a une réponse collective avec un prix qui permet de convaincre des consommateurs qui, effectivement, trouvent à tort, puisque si on regarde un prix kilo d'un fruit et légumes, enfin bon, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, mais c'est une réponse collective avec un prix compétitif qui permet aux producteurs de gagner sa vie et aux clients d'offrir aux consommateurs quelque chose qui tient la route. Et sur le mass market dont on parlait, il faut aller sur ce type de réponse collective, sur ces actions-là. Et comme tout, c'est un ensemble. Il faut sortir par le haut, faire quelque chose pour aller vers le haut, pour attirer des consommateurs qui sont sensibles à ça à des moments. Il faut être capable d'être compétitif sur de la masse. Et il faut travailler collectivement et en relais avec les organisations, les différentes organisations professionnelles. C'est un ensemble de choses, il faut jouer à tous les niveaux. Et c'est très compliqué. C'est une très bonne nouvelle en tout cas. Alors juste 2 secondes. Très bien. Brièvement sur la compétitivité et sur le désir. J'oublie le nom de l'auteur, Louis Gallois. Louis Gallois fait une étude sur la compétitivité il y a une dizaine d'années, peut-être même un petit peu plus, dont on s'est servi pour essayer de fabriquer ce qu'on a appelé marque France au plan national,
ce que essayait de faire Philippe Lenschener. Simplement, la compétitivité de Galois, il y a 3 types de compétitivité. Il y a la compétitivité du coût, c'est-à-dire ce que ça coûte à faire. C'est la compétitivité du coût entre la France et le Maroc, par exemple, pour le citer. On peut en discuter, mais enfin, c'est pas notre sujet. Il y a la compétitivité du prix, c'est-à-dire c'est le prix que l'on offre, et quand la distribution nous dit vous n'êtes pas compétitif par rapport à l'origine plus au sud, mettons par exemple, c'est pas un mystère, mais c'est pas une réponse non plus, hein, parce qu'il y a d'autres facettes des intrants qui correspondent pas forcément à la philosophie qu'on peut avoir d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, par exemple. Et puis ensuite, Louis Gallois nous dit il y a la compétitivité hors coût. C'est-à-dire que c'est tout ce que l'on rajoute en termes de services qui nourrissent, c'est des facettes qui nourrissent effectivement la question du désir qui est essentielle. C'est principal. Je veux dire que effectivement, les fruits et légumes, et je termine par cette phrase-là, les fruits et légumes, si effectivement on trouvait un autre mode de vente en termes de, c'est-à-dire si on compare une barre Mars qui fait 100 grammes avec 1 kilo d'abricots, mettons par exemple, hein, on n'est pas dans la même nature. L'alimentation, aujourd'hui, en fruits et légumes, c'est 5 fois 80 grammes, ce qui fait 400 grammes. Par prise, je veux dire, on est dans des coûts qui sont dérisoires et qui nourrissent l'intelligence collective si on le fait autrement, dont la vente à l'unité, la vente à la pièce est un énorme travail, mais probablement intéressant à travailler. Merci beaucoup. Alors, je vois que malheureusement, la salle se clairsème parce que certains ont des trains. Sauf s'il y a une question brûlante, je vous propose qu'on en termine là. Bon, j'ai trouvé le débat en tout cas très riche. Merci beaucoup à nos intervenants. On peut les applaudir. C'est la fin, donc allez-y, on se lâche. Merci en tout cas à vous pour votre participation.